Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au sommaire cette semaine, les principaux résultats du dernier week-end, que ce soit en rugby, en basket ou en handball. Et puis vous découvrirez le deuxième épisode de notre série consacrée aux jeunes footballeurs du Pôle Espoir de Liévin. Mais sans plus tarder, nous regardons ce qui s'est passé pour les équipes de l'agglomération lors du dernier week-end. Et une fois n'est pas coutume, nous débutons par les sports de salle. En basket, les championnats étaient en pause et les messieurs disputaient le deuxième tour de la Coupe de France. Dourges et Hénin-Beaumont ont franchi la barre des 100 points pour venir à bout respectivement de la Madeleine et de Fretin. L'ABCD poursuit sur sa lancée alors que le SHB peut espérer bâtir sur ce résultat pour se relancer en championnat. Côté handball, en excellence féminine, week-end de succès pour nos deux équipes engagées. Aurélie Couvillers inscrit 10 buts lors de la victoire carvinoise, alors que Courrières avait déjà fait la différence en première période face à Aubourdin. Les deux équipes remontent en 3e et en 4e place. Chez les messieurs de pré-national, Carvin enchaîne face à Compiègne dans le sillage de Maxence Duhamel, auteur de 8 buts. La SHB double ainsi son adversaire du jour au classement pour se positionner à la 2e place à 3 points du leader Beauvais. Parlons à présent de ballon ovale, où c'est bien moins réjouissant. En promotion honneur, 4e match et 4e défaite pour Le Forêt, et toujours pas le moindre point de bonus, offensif ou défensif, pour les Leforestois, désormais en position de lanterne rouge. Même position et même constat pour Carvin à l'étage du dessous. Le Roc a été battu sur sa pelouse par Chauny, 12-51, et possède déjà 9 points de retard sur l'avant-dernier du groupe. On reste sur les vertes pelouses pour parler maintenant de ballon rond avec les principaux résultats de football. Et on débute par les féminines de la régionale 1. Hénin-Beaumont signe un 4e succès cette saison en déplacement à Douai. Prochain match pour le FCF, ce sera face à Saint-Omer, le 7e, qui dispose du même nombre de points. En régionale 2 masculine à présent, première défaite de la saison pour Wany. Les barbistes n'ont pas rebondi après leur échec en Coupe de France. Ils tenteront de le faire à Bondu lors de la prochaine journée. À l'étage du dessous, toujours pas de rebond pour le Forêt, de nouveau battu sur sa pelouse. C'est la 2e défaite consécutive sur le même score pour les Leforestois qui seront exempts lors de la prochaine journée, le 7 novembre prochain. En première division de district, Artois Montigny signe son premier succès de la saison en championnat. C'est la réserve de Vermel qui en a fait les frais. Préparation idéale pour le FCM avant son 6e tour de la Coupe de France. Ce sera dimanche 31 octobre à 14h30 contre l'Imbre, équipe classée 7e en Régional 1 et entraîné par un certain Jean-Claude Froissart, ancien coach entre autres du stade héninois. On termine par le groupe B de la division 1. Le sans faute se poursuit pour Rouvroy, vainqueur dimanche de la Beuvrière 2-1. L'USR au coude à coude avec Noyelles-sous-Lens sera sur la pelouse du 3e Biache le 7 novembre pour un match au sommet. On reste dans le football avec le 2e épisode de notre série consacrée au Pôle Espoir de Liévin. Cette structure de la Fédération française de football forme en effet des enfants de 13 à 15 ans au football de haut niveau. On va en parler cette semaine avec notre invité qui sera Thomas Robaille, le directeur adjoint de cette structure. Thomas Robaille, bonjour. Bonjour Fred. Alors vous êtes le directeur adjoint du Pôle Espoir de Liévin. Avant d'évoquer le thème de cet épisode qui est le contenu purement footballistique des séances, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer votre rôle au sein de la structure ? Alors c'est bien ça, donc moi je suis adjoint au directeur du Pôle Espoir masculin, donc depuis maintenant 3 ans. Je suis arrivé en 2019, donc je suis principalement sur le côté sportif, donc sur le terrain principalement avec Georges sur les séances. Donc mon rôle va aussi au-delà avec le recrutement qu'on peut avoir sur les différentes promos qu'on accueille dans notre structure. Mais on va dire que je suis principalement sur le plan terrain sportif. D'accord. Alors vous êtes un ancien joueur amateur de très bon niveau. Vous êtes notamment passé par Avion, Arras ou encore Vimy. Et en plus du Pôle Espoir de Liévin, vous avez d'autres responsabilités au sein de la Ligue. Quelles sont-elles ? C'est ça. Alors en fait, j'ai deux casquettes, on va dire, donc à la fois sur le pôle masculin et je suis également conseiller technique régional, donc en charge des formations de cadres. Donc c'est les formations d'entraîneurs au niveau régional. Donc on est 3 là-dessus avec mes collègues, donc Jean-François Niemeski qui est directeur des formations
et Christophe Martinez, qui est également CTR Formation. Donc on coordonne l'ensemble des formations sur le territoire régional. D'accord. Alors on va en revenir au pôle espoir de Liévin. Chaque année, vous accueillez donc 2 classes d'âge au sein de la structure. Cette année, ce sont les enfants nés en 2007 et en 2008. On va débuter avec les nouveaux pensionnaires, ceux nés en 2008. Sur le plan du foot, quelle est la principale nouveauté pour ces 19 pensionnaires ? La principale nouveauté, c'est le passage du foot à 8 au foot à 11. Ça, c'est clair que c'est de nouveaux repères pour eux, le sens de jeu qui est différent. Avant, on effectuait sur la largeur, maintenant, on est axé vraiment sur le grand terrain, ce qu'on peut appeler le grand terrain. Mais au-delà du sportif, c'est aussi beaucoup de changements, l'arrivée en internat, donc c'est beaucoup de changements dans leur tête. Donc ça prend du temps, c'est une période qui est transitoire, mais ce passage au foot à 11, on peut voir que ça prend du temps, comme je l'ai évoqué. Et, ils sortent de plusieurs années où ils étaient au football à effectif réduit, foot à 5, ensuite le foot d'animation, le foot à 8. Et là, c'est pas qu'ils vont redécouvrir la pratique, mais c'est quand même de grands changements pour eux. À quelle fréquence ils s'entraînent ? Alors, on est sur 4 à 5 séances d'entraînement par semaine. Donc, ils s'entraînent tous les jours, du lundi au vendredi. Pourquoi 4 à 5 ? Parce que jusqu'à la période de Noël, de temps en temps, on arrive à enlever la séance du vendredi. Pourquoi ? Parce que justement, comme il y a beaucoup de changements pour eux, on récupère des jeunes qui ne s'entraînaient que 1 à 2 fois par semaine dans leur club avant d'intégrer le pôle. Donc il faut aller doucement avec l'état de fatigue qui s'accumule aussi. Donc on va dire qu'on est sur 4 séances et demie, si on peut dire, sur la semaine complète, quoi. Comment s'effectue leur découverte du football à 11 ? Comment vous les amenez à cette découverte ? Alors ça se passe naturellement finalement parce que dès le lundi à l'entraînement, on est tout de suite dans les repères du grand terrain. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas une pression, enfin ils n'ont pas de pression de résultats ou de performance dans un premier temps. Donc ils prennent le temps, ça reste assez hétérogène. On a quand même des jeunes qui évoluent plus vite que d'autres. Certains sont déjà avec des habitudes de travail, d'exigence et de concentration. Et d'autres, c'est un peu plus long, donc on prend le temps simplement, mais ça se fait naturellement. Quelle est aujourd'hui l'importance du travail technique ? Alors le travail technique, c'est déjà qu'est-ce que la technique ? C'est se dire, c'est principalement un outil technique qui va venir au service du jeu. C'est-à-dire que là, nous, tout ce qui va se passer, on essaie de le contextualiser pour qu'ils aient justement ces repères sur le terrain. Donc le travail technique, on peut se dire, et ce qui est vrai, dans un pôle espoir, ils vont être 2 ans chez nous, ça reste un centre de préformation. Donc c'est donner vraiment les bagages pour après intégrer le centre de formation avec vraiment les bases, les fondations. On a des fondamentaux sur ce qu'on doit développer avec eux, mais sur le plan technique, c'est important, mais on le met toujours, je répète, au service du jeu, pour pouvoir, à la fin de ces 2 années avec nous, qu'ils aient déjà vraiment les bases pour pouvoir après continuer leur formation dans les centres de formation par la suite. On l'a vu lors du premier épisode avec le directeur Georges Tourné, ces joueurs sont aussi recrutés pour des aptitudes à un poste bien précis. Comment vous travaillez justement le jeu au poste ? Alors, le jeu au poste... On le voit ça sur la formation, normalement. En préformation, on est encore sur des joueurs qui se cherchent et on a aussi eu des cas où certains joueurs changent de poste arrivant en formation. Donc nous, bien évidemment, sur chaque exercice ou dans les jeux, dans les situations où on travaille par ligne, on essaye de les mettre au poste, mais on travaille par secteur. C'est-à-dire que un joueur peut-être qui est attaquant excentré peut éventuellement passer au poste de latéral. Parce que c'est déjà arrivé qu'avec aussi le volume de jeu qui peut être différent sur le foot à 8, foot à 11, on a quand même des fois des surprises. Donc bien entendu, on ne va pas mettre un défenseur central au poste de numéro 9, mais on essaye vraiment par secteur à 2-3 postes. Pareil sur un milieu de terrain à 3, un milieu peut jouer à la fois au numéro 6, numéro 8 ou numéro 10, et on essaie de faire des rotations à chaque fois à ces postes-là. D'accord. Un mot aussi sur le poste spécifique de gardien de but, comment il est abordé ce poste ? Alors, on a la chance d'avoir un entraîneur gardien de but aussi dans notre structure avec Michael Bénard qui effectue 3 spécifiques par semaine. Michael est aussi référent régional des gardiens de but sur la Ligue des Hauts-de-France. Donc, généralement, Michael prend les gardiens en spécifique donc dès le début de séance sur 3 quarts d'heure, 1 heure. Puis après, les gardiens nous rejoignent avec le collectif en séance. D'accord. Thomas, je vous propose de faire un petit break dans cet entretien, un break pour permettre à nos spectateurs de découvrir 3 éléments de cette promotion 2008, 3 éléments que nous retrouverons à chaque épisode lors des prochaines émissions consacrées au Pôle Espoir. Découvrons donc ensemble Nino, Léopold et Jules.
Bonjour, je m'appelle Nino Ridel, j'ai 13 ans, je joue à l'Amiens SC et j'évolue au poste de défenseur latéral droit. Bonjour, je m'appelle Léopold Jurski, j'ai 13 ans, je joue au RC Lens en tant que milieu défensif. Bonjour, je m'appelle Jules Fesca de Oliveira, je joue à la GIA d'Armentières et j'ai 13 ans. Mes objectifs déjà c'est d'évoluer le plus possible au niveau footballistique, de continuer à travailler beaucoup, à évoluer, à augmenter mon niveau de jeu. Mon objectif cette année c'est d'être surclassé avec le U15 de mon équipe. Au bout des 2 années, je vais essayer de rentrer dans un centre de formation. Mais en attendant, je vais progresser au pôle, progresser encore. Et mon rêve c'est footballeur pro, comme tout le monde. Mon rêve ça serait de devenir footballeur professionnel. Mais il y a une chance tellement infime que c'est vraiment un rêve quoi. Comment se passent tes débuts ici au Pôle Espoir de Liévin? Pour l'instant c'est très bien, j'aime bien, l'internat c'est cool, les entraînements c'est bien, c'est dur mais j'y arrive. Au début c'était dur parce que quitter la famille, la première semaine surtout, pas voir ses parents, c'est dur mais après on s'y fait vite et je me suis fait plein de nouveaux copains, c'est génial. On a une organisation qui fait qu'on peut faire bien nos devoirs, être concentré, être appliqué dans tout ce qu'on fait et puis avoir un minimum de repos. Tu découvres l'internat cette année? Oui, pour moi je m'attendais pas à ça. Je croyais que ça allait être compliqué, mes parents ils allaient me manquer et tout, mais en fait non. C'est bien, toute la journée avec nos copains, enfin même toute la semaine, c'est super. Le plus dur, je dirais que c'est d'enchaîner les séances à haute intensité tous les jours. Et c'est de rester à un très bon niveau chaque jour. Il faut être appliqué tout le temps, c'est ce qu'on en demande le plus, donc il faut essayer d'être focalisé sur 1h30 de séance. À l'inverse, qu'est-ce que tu trouves le plus sympa? C'est qu'on est juste à côté du collège, c'est que le fait de pouvoir y aller en même pas 2 minutes, c'est super. Le plus sympa, c'est les entraînements, les copains, on s'amuse bien et on joue de ma passion, donc ça me plaît. Tu découvres aussi cette année une autre facette importante, c'est le passage du foot à 8 au foot à 11. Comment tu vis ce passage? Moi, je préfère le foot à 11 parce qu'on a plus d'espace en tant qu'attaquant. On peut plus faire de plus grands appels, plus proposer du jeu. C'est sûr que c'est totalement différent du foot à 8, mais après, il faut savoir comment bien se replacer sur le foot à 11, c'est parce que nous on joue au foot à 8, donc c'était demi-terrain et maintenant c'est grand terrain. C'est vrai qu'à foot à 8 on courait moins et c'était surtout les périodes de jeu plus courtes. Mais là c'est vrai qu'à 11 le terrain il a doublé de 2 mais on n'est que de 3 joueurs de plus. Donc il faut extrêmement courir. Est-ce que tu as un modèle? Est-ce que tu as un joueur préféré? Quelqu'un dont tu aimais suivre les traces? Cristiano Ronaldo. C'est un attaquant comme moi et il est très fort. Et Antoine Griezmann. Et pourquoi? Parce que Antoine Griezmann, en fait, c'est un joueur qui travaille beaucoup dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas beaucoup comparé à Messi, au Ronaldo, tout ça. Mais c'est pas un arrière droit? Non, c'est pas un arrière droit, mais c'est un modèle parce qu'il a la hargne, il fait tout bien, il se donne à fond. C'est ça que j'aime bien. Comme Kanté, parce qu'il court, ses passes elles sont précises, il défend, il est partout. Donc ça serait un modèle inimaginable pour moi. Est-ce que tu es pressé d'être en vacances et comment tu vois tes vacances là? Oui et non, parce que oui, j'ai envie de retrouver un peu ma famille, passer des moments avec eux, et puis non, parce que la vie au pôle, on commence à s'y faire, et puis franchement, c'est superbe ici. Pour l'instant, je suis blessée, donc le kiné m'a dit de me reposer, sinon j'aurais joué au foot, mais c'est pas grave. Donc je vais profiter de mes parents et profiter un max. Non, je suis pas pressé du tout d'être en vacances, parce que ici c'est bien, c'est plus d'entraînement, plus physique et tout, et moi j'aime bien. De retour sur le plateau de Sport Express avec notre invité Thomas Robaille. On vient d'entendre donc 3 éléments de cette génération 2008 qui vient de démarrer sa formation au pôle. Comment se passent les débuts de cette génération? Est-ce que vous avez eu des surprises? Alors, des surprises, non. Par contre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment une période qui est transitoire et ça reste assez hétérogène. On a des joueurs et des jeunes collégiens qui avancent plus vite que certains autres, ce qui est normal à cet âge-là aussi. Donc, par contre, on a aussi des éléments qui sont un peu en retard pour l'instant. Donc,
On va dire qu'on a sur nos séances et sur la vie au quotidien au Pôle Espoir, ça reste assez haché, où là c'est ce cadre qu'on doit poser, il faut y revenir pour certains un peu plus. Donc là, si on peut tirer un bilan jusqu'à là, ces vacances de la Toussaint, c'était, je le répète, assez haché, donc hétérogène. Mais c'est normal et on est là aussi pour ça et certains ont besoin un peu plus de nous justement dans l'accompagnement. On va parler de la promotion précédente, celle des 2007 qui entame donc la deuxième année au sein du pôle. Quel bilan vous aviez tiré de leur première année ? Alors justement, c'était la saison dernière, donc ça a été, comme vous savez, avec la Covid-19, ça a été un contexte qui était assez compliqué parce que justement les 20 2007 que nous avons dû recruter, ça s'est fait sur les 40 derniers sur un recrutement en visioconférence. Heureusement qu'on a, et il faut noter le travail des CTD, PPF sur les districts qui ont pu voir aussi en amont les joueurs dans les clubs avant qu'on soit sur l'arrêt des terrains. Donc ça a été dès le début un peu compliqué, bizarre parce qu'on sentait que les joueurs, ça faisait pas mal de temps qu'ils n'étaient pas allés justement sur les terrains. Mais globalement, sur l'année, le train est vite passé, et que ce soit aussi sur la scolarité comme sur le terrain. Ça a été un bilan qui a été, on va dire, mitigé plus, et cette année, on va attendre forcément beaucoup plus d'eux sur cette année, quoi. Alors justement, sur le plan technique, le contenu des séances est-il différent cette année ? Alors le contenu ne sera pas différent, c'est simplement parce qu'on est vraiment sur 2 années sur la préformation où là on va revenir sur beaucoup de principes de jeu qu'on va mettre en place dans les séances. C'est juste qu'on va être encore plus exigeant et on va attendre encore plus d'eux sur cette deuxième année. Parce qu'ils se doivent de se fixer des objectifs très élevés sur le plan individuel mais aussi collectif et parce que c'est une année quand même qui va être aussi complexe pour eux, on le sait, parce que c'est l'année où il y a la sélection régionale U15 qui va arriver, c'est l'année du collège avec le brevet en 3e et aussi la signature ou non dans un centre de formation. Donc dans leur tête ça cogite pas mal, donc là forcément nous on se doit d'être encore plus derrière eux sur cette année. Sur le plan tactique, est-ce que vous allez encore plus loin ? Alors, on va plus loin parce qu'on a la chance d'avoir aussi des matchs de temps en temps, régulièrement, on va dire, à raison d'un match par mois, un match un mois et demi. On va plus loin parce qu'à l'entraînement, on va travailler différents systèmes avec différentes animations. Et là, on va se rapprocher un peu plus de ce qu'ils vont vivre après en centre de formation. D'accord. Comment sont définies les séances et le contenu de ces séances ? Alors on a une programmation avec forcément des orientations qui sont venues de la Fédération française de football et avec le directeur, avec Georges, il a aussi sa sensibilité, donc on est amené à faire des choix sur ce qu'on doit mettre en place dans les séances d'entraînement. Notamment aussi sur la partie athlétique où là nous on est principalement sur la coordination, la motricité, la dissociation segmentaire de ces jeunes, la proprioception qu'on va venir mettre et qu'on va répartir sur les 4 à 5 séances d'entraînement dans la semaine et puis sur les procédés d'entraînement qu'on va travailler, à la fois les jeux, les situations, les exercices, on va les dispatcher sur la semaine. Mais tout ça au final, si on peut faire simple, on va travailler ce qu'on appelle sur des mésocycles, donc de vacances à vacances, où là, on va mettre en place des principes à travailler avec eux et on va faire des rappels à chaque fois au fur et à mesure en travaillant de manière cyclique. Thomas, je vous propose de découvrir à présent, comme pour les premières années, on va découvrir quelques visages de cette génération 2007. Nous avons tendu notre micro à Romain et à Gabin. Présentation en images. Bonjour, je m'appelle Gabin Delassus, j'ai 14 ans, je joue pour le club de l'USL Dunkerque et je suis gardien de but. Je m'appelle Romain Leclerc, joueur à l'Union sportive du Saint-Omer. Milieu central, j'ai 14 ans. Gabin, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours avant d'intégrer le Pôle Espoir de Liévin ? Pour moi, mon parcours il a été assez particulier, car quand je suis entré au Pôle, j'avais seulement 8 mois d'expérience en tant que gardien de but. Et entrer au Pôle, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. J'ai commencé le foot à 4 ans et demi à l'AS Norkerk. J'ai ensuite intégré l'Union sportive du Saint-Omer à 12 ans. Et j'ai intégré le pôle à 13 ans et demi. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés ? Est-ce que tu as un rêve ultime ? Mon rêve ultime, ça serait d'être le meilleur gardien du monde et d'intégrer l'équipe de France. Mon rêve ultime, c'est de devenir joueur professionnel, comme tout autre joueur, je pense. Quel était ton bilan à la fin de la première année ? À la fin de la première année, je sens que j'ai pas mal progressé. J'ai quand même eu 2-3 petites blessures qui ont duré quand même 1 ou 2 mois. Donc ça a été un peu compliqué, mais
j'ai quand même pas mal progressé. Durant la première partie de saison, j'aurais pu faire beaucoup mieux suite à certaines blessures. J'ai pas réussi vraiment ma première partie de saison en première année, mais je me suis très très bien débrouillé plus tard à mi-année jusqu'à fin d'année. La deuxième année est commencée depuis 2 mois. Est-ce que tu as trouvé des changements entre les 2 années? Ouais, il y a un peu de changement parce que cette année, c'est nous les grands. Donc on doit montrer l'exemple aux premières années. Ils sont plus stricts avec nous, on est plus libre aussi, ils nous font plus confiance. Et attention de ne pas trahir cette confiance du coup. Et sur le terrain, on voit plus d'agressivité, plus d'intensité, et puis le niveau de jeu est plus élevé. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur ici? Le plus dur, c'est de suivre le rythme. Parce que faire entraînement tous les jours, l'école, c'est quand même un gros rythme. Il faut être aussi bon à l'école que sur le terrain, travailler pareil sur le terrain comme à l'école. Et c'est pas forcément facile. Est-ce que tu as aujourd'hui un modèle, un joueur dont tu aimerais suivre la trajectoire? J'ai pas forcément de joueur, non. Je prends souvent exemple sur Alisson Becker, parce que pour moi c'est un des gardiens les plus complets, et aussi Gianluigi Donnarumma. On va parler de ta blessure justement. Comment elle est survenue cette blessure et comment tu la soignes? Elle est survenue à la fin de l'année dernière. Donc je la soigne en allant tous les jours au kiné. Là j'ai repris la course. Donc je me soigne bien. Et c'est quelle blessure que tu as? Ligament croisé. Est-ce que tu attends avec impatience les vacances ou est-ce que c'est presque un regret de partir en vacances? Pas forcément, c'est bien d'aller en vacances pour se reposer, pour retrouver un peu notre vie d'avant, mais c'est aussi bien de revenir au pôle. Moi je suis content de retourner chez moi le week-end et de revenir le dimanche soir. De retour sur le plateau pour la 3e partie de cette interview de Thomas Robaille. Thomas, nous suivrons également plus précisément lors de cette saison l'évolution d'Ayoub Bouhaddi qui ne pouvait être présent lors de cette première série de questions. Alors oui, la particularité d'Ayoub, c'est que c'est un néo-lycéen. Donc en fait, Ayoub a 1 an d'avance à l'école. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu être présent sur cette première série d'interviews puisqu'il était simplement au lycée. Et il a un emploi du temps qui est un peu décalé par rapport aux collégiens, mais il est dans une classe avec des sportifs aussi de haut niveau, donc avec des horaires quand même aménagés. Donc on a la chance de l'avoir, mais malheureusement sur cette première série, il n'a pas pu être présent. On le retrouvera sur les suivantes. J'ai assisté personnellement à quelques séances là, pour tourner ces images et en écoutant d'ailleurs aussi les joueurs, on est frappé par l'intensité de ces séances. Oui, parce que ça reste un pôle espoir, c'est un centre de préformation. On est amené à attendre à ce qu'ils arrivent au football de haut niveau. Donc l'exigence qu'on met à l'entraînement, ça passe aussi par l'intensité. Et donc les séances sont bien condensées, mais avec un degré d'intensité qui est très très élevé. On leur demande beaucoup, c'est vrai, mais c'est lié à la concentration, c'est lié à plein de choses et on se doit de maintenir ce cap pour justement leur progression. On entend aussi beaucoup, lorsqu'on vous écoute en séance, ou est-ce qu'on écoute les joueurs, on entend beaucoup parler de jeu vers l'avant. Est-ce que c'est une ligne directrice aujourd'hui? Ça l'est et ça fait partie aussi des choix qu'on veut mettre en place dans notre philosophie sur les séances d'entraînement. Et ça reste aussi l'essence même du football, le jeu vers l'avant. Pour marquer des buts, il faut conserver, il faut progresser, il faut amener à un moment donné à déséquilibrer l'adversaire et aller dans la zone de finition pour marquer. Donc on veut les amener justement à prendre des risques, à être créatifs, à jouer vers l'avant justement, même si parfois on est là aussi, on a ce rôle de régulateur, parce que s'ils veulent aller trop vite vers l'avant, des fois il y a des erreurs, même si l'apprentissage passe aussi par les erreurs. Bien entendu, attention aux erreurs répétées, et c'est ce qu'on insiste avec eux, de corriger rapidement et de ne pas faire 2 fois de suite la même erreur. Mais c'est vrai qu'on veut leur donner l'intention d'avoir justement du jeu vers l'avant avec des principes liés au jeu vers l'avant. D'accord. Eh bien Thomas, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes ces questions. On en reparlera bien entendu du contenu technique, mais de toutes ces données, notamment les datas par exemple dans un épisode suivant. On parlera la prochaine fois du domaine médical, puisque c'est aussi une des grandes facettes de ce pôle espoir de Ligue 1. Thomas, merci beaucoup. Merci Fred de m'avoir accueilli. Et à très bientôt. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures des clubs et des sportifs de l'Agglo Hénin-Carvin. À très vite.